Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je sais qu'au tout début, je pense, j'étais avec Monsieur Justin Toumba et puis Monsieur Lusenge Louange nous a rejoints et puis tous les autres sont venus. Je ne sais plus dire dans quel ordre hein, après les deux premiers. Sinon, merci d'être là à notre séance d'aujourd'hui. Vous savez que nous sommes en train de réfléchir ou si pas dire d'étudier euh, sur la partie concernant les méthodes et les moyens, les outils pour sécuriser notre réseau informatique. Qu'est-ce que nous pouvons faire ou qu'est-ce qui peut être fait pour arriver à sécuriser ou à protéger le réseau informatique? Alors, nous avions abordé beaucoup de points, entre autres, mais pour cette fois-ci, il était question à notre dernière séance. Nous avons parlé de la mise en place d'un serveur antivirus et combien cela était très important pour la suite de, de la sécurisation de votre réseau. Je vais partager mon écran. La fois passée, on avait, je ne veux pas dire un souci, mais j'avais eu du mal à partager tellement j'utilisais mon téléphone, compliqué par moment. Voilà, j'aurais tant, voilà. Alors, je pense que vous êtes en train de voir mon écran. Alors, je vais rapidement revenir sur ce que j'ai dit la fois passée. Nous avons parlé des menaces. Nous avions dit qu'il y avait plusieurs types de menaces qui pouvaient exister. Les clients de votre réseau, c'est-à-dire les machines de votre réseau, peuvent être attaquées par tout type de personnes malveillantes. Certains peuvent vous envoyer des chevaux de Troie qui accèdent à votre réseau et puis à partir de là, donne-moi une minute, j'allume. Ils accèdent à votre réseau et puis à partir de là, ils font toutes sortes de choses, de manœuvres pour retirer des informations sur les PC, des informations sur les utilisateurs, des informations sur les données contenues dans les machines des utilisateurs. N'oubliez pas, lorsqu'on parle de sécuriser le réseau, on parle de sécuriser l'informatique ou l'information, les systèmes d'information. Il s'agit des données stockées et des données en circulation. Il faut protéger les données là où elles résident. Il faut aussi les protéger lorsqu'elles circulent dans votre réseau et par moment, quand elles sortent de votre réseau. C'est pour ça que vous devez arriver à toujours faire ce point-là. Ce point-là est très important parce que si vous n'essayez pas d'imaginer combien les gens ont des mauvaises intentions, ils peuvent toujours vous tirer les données dans vos disques, dans vos flashs, dans vos serveurs, dans vos stockages et par moment même dans vos systèmes de messagerie. C'est pour ça qu'il faut faire le bon choix. Est-ce que il y a quelqu'un qui nous a rejoint maintenant là? Je vois, hmm, on est à 9 personnes. Voilà. Donc, je rappelle, nous continuons à échanger sur les différents moyens pour sécuriser les réseaux. Alors, un des points dont on a parlé la fois passée, c'est il faut mettre en place un serveur antivirus. Vous ne pouvez pas penser que votre réseau est sécurisé parce que vous avez des antivirus isolés qui ne font pas du rapport, qui ne peuvent pas vous dire, voilà, tel virus a voulu infecter telle machine,
tel est le virus le plus présent dans le réseau, telle est la menace la plus qui vient fréquemment. Telle personne a voulu utiliser un flash disk, voilà, je l'ai bloqué. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez avoir que lorsque vous... Il y a la fois passée, je ne sais pas, je pense que ça pourrait être Monsieur Chimana. Je pense que c'est lui, si j'ai bonne mémoire, qui nous avait partagé son expérience, qu'ils avaient mis en place un serveur d'antivirus dans son réseau local. Donc, du coup, toutes les machines n'allaient pas sur Internet chercher les mises à jour de l'antivirus. La seule machine serveur faisait cette tâche et puis elle est ça dans le réseau. Aujourd'hui, vous avez des produits comme E7 Node 32, Kaspersky, les versions serveurs vont non pas seulement récupérer les mises à jour de l'antivirus, mais ils sont capables de prendre les patchs de sécurité, les hotfix, les services packs pour Windows 10, Windows 11 et même pour Office. Donc, ils sont capables d'aller chercher ça. Donc, mettre en place, c'est parce qu'on a compris au fait que il suffisait pas seulement de mettre à jour l'antivirus, mais il faut mettre à jour aussi le PC, par exemple, ou le serveur, les machines que vous avez dans votre réseau. Vous pouvez avoir l'antivirus le meilleur, mais l'OS présente des failles. Alors, si Microsoft lui-même a remarqué qu'il y a une faille de sécurité, il faut le corriger. Donc, en passant, il faut aussi s'abonner à plein de sites. Premièrement, celui de Microsoft. Des sites où vous devez toujours avoir un petit abonnement. Microsoft, Intel, les gens qui créent des antivirus. Parce que là-bas, il y a des informations sur ce qui circule. On peut vous dire, ah tiens, Windows 2012, par exemple, est en fin de vie. Depuis, depuis 9 jours, je pense, pire. Hein? Depuis, non, 9 jours, c'est peu. Peut-être depuis un mois, hein. Depuis 2 à 3 semaines. Je n'ai pas la date exacte, mais Windows 12 R2, c'est un produit révolu. Microsoft dit qu'il ne fait plus de mise à jour pour ça. Ça signifie que si vous avez Windows 2012, Microsoft ne le met même pas à jour. Vous ne pouvez pas appeler Microsoft et dire, oh non, votre produit ne fonctionne pas. Il va vous dire, moi, je ne le vends plus. Je ne m'en occupe plus. Donc, très important. Alors, je vais partager ce qui est sur mon écran. Ah, vous le voyez même déjà, non? Est-ce que vous voyez ce qui est sur mon écran? Oui, oui, on voit. OK. Voilà. Les politiques de filtrage. Les politiques de filtrage, c'est quelque chose qui se fait au niveau de votre pare-feu. Vous pouvez filtrer des paquets qui veulent entrer dans votre réseau. Les politiques de filtrage se font au niveau du pare-feu. Vous pouvez autoriser certains paquets. Mais le problème avec le filtrage, si vous filtrez trop, vous risquez de ne plus rien faire passer. Et si vous filtrez, ça dit, vous filtrez trop, rien ne va circuler. Vous filtrez peu, tout va circuler. Il faut maintenant savoir quelles sont les informations essentielles à faire passer dans mon réseau. Si vous êtes capable de connaître cela, vous êtes quelqu'un d'heureux. Donc, n'oubliez pas, il faut toujours savoir quel est ce qu'on appelle le flux, le circuit de flux des circulations de l'information dans mon réseau. Voilà, on sort par tel routeur, on sort par telle adresse, on sort par tel fournisseur Internet. Et à partir de ça, vous pouvez faire. S'il y en a qui sont connectés au réseau de leur entreprise, je vais vous donner un site web. What is my IP address? Vous connaissez ça certainement. Donnez-moi un moment. Je suis en train de mettre ça dans le chat. What is my IP address?
Je l'ai, sorry, that one. Je le mets dans le chat. Vous pouvez essayer d'ouvrir ce site web-là chez vous. Moi, je vais essayer de faire la même chose ici. Je pense que j'ai mal écrit quelque chose. Je vais vous donner le bon lien. Là. Voilà, il faut considérer les derniers liens. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir ça? Si vous ouvrez ça chez vous, vous pouvez me dire ce que ça donne. Dites-moi ce que ça donne. Je vous laisse 1 minute. Allô? Oui, allez-y. Oui, c'est Justin de Baobab. Bon, chez moi, ça m'a donné l'adresse IPv4 publique, mais la particularité que nous avons, c'est parce que nous, on utilise, je suis dans les VPN de la société, ce qui fait que l'adresse IP publique qui est fournie et ce que nous avons ici de la part du fournisseur d'accès Internet, c'est différent. OK, c'est Je bon. ne sais pas si Quelqu'un vous m'avez d'autre? saisi. Vers la fin, j'ai cru que vous aviez dit que c'était bien. C'est pas ça? Non, non, Vous en pouvez fait, je voulais partager. savoir si vous m'avez bien saisi, parce que c'était calme. Ah non, moi, j'ai suivi. Merci. Ok. Ok, moi aussi, j'ai l'adresse IPv4, mais je viens de vérifier, c'est différent de l'adresse IP que j'ai sur mon ordinateur. Je viens d'essayer dans CMD, l'adresse IP que j'ai et l'adresse que ça m'affiche ici sont différents. Espérons que vous me captez aussi. Allô? Oui, Oui, allô, nous allez-y, avons allez-y. suivi. Ok. En fait, j'ai fini. Je disais que j'ai l'adresse IP, mais qui est différente de celui que j'ai physiquement sur mon ordinateur. OK, c'est très bien. L'adresse que vous voyez là, quand vous allez sur ce site, il vous montre, au fait, l'adresse avec laquelle vous allez sur Internet. C'est comme ça que les gens vous voient. C'est comme ça que les gens vous voient. Moi, c'est ça. 16h30. Oui. Sorry. Demain à 9h. Demain à 9h. Demain 9h. OK. Demain à 9h, on se voit où? Ben, sur place? Donc, on a rendez-vous. Sorry, hein, un moment. Voilà, donc j'étais en train de dire que l'adresse que vous voyez là, c'est comme ça que vous sortez sur Internet. Vos clients de votre réseau, tout le monde doit sortir par cette adresse. D'ailleurs, souvent, c'est des choses qui arrivent. Les gens ne savent pas comment ils sortent. Moi, par exemple, vous voyez sur mon map, ça me dit même dans quelle ville je suis et quel est mon fournisseur. Normalement, vous, si votre fournisseur est au Rwanda, il est, je ne sais pas, mais comme les amis qui sont à l'Est, là, hein, je sais que beaucoup, ils ont MTN, ils ont des fournisseurs là-bas. Vous allez voir. euh, alors, j'aimerais que quelqu'un nous partage, parmi ceux qui ont fait l'exercice, le petit exercice, c'est pas un exercice terrible, hein. Si vous pouvez nous partager votre écran, j'aimerais voir un peu l'écran de ceux qui partagent, là. Je veux voir les IP. Oui, allô, Vous monsieur avez Roger? les... Oui, oui, monsieur Mazo.
Oui, on partage l'aperçu de cette vérification d'adresse, hein. Je ne vous ai pas bien compris. L'aperçu de... Non, non, tu disais qu'on partage l'écran, donc du Oui, oui, je résultat voudrais que ça voir. donne. Ah, ok. Parce que chez moi, je Voilà, vois ça donne exactement. notre identité, hein, notre adresse de Tiafreni. Laisse-moi partager mon... Non, papa, partagez, on va voir. Partagez seulement. Voilà, c'est ça. OK. Voilà, donc là, vous voyez son adresse publique. Ça nous donne son fournisseur d'accès Internet. Ça veut dire il utilise une adresse publique et cette adresse est une adresse qui a déjà été associée à une entreprise. Voilà, merci, c'est bon. Je vous en prie. J'aimerais voir quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un d'autre, soyez souple, soyez souple. Prenez la parole. Bon, je peux aussi partager. Ok, moi je peux aussi. Bien, allez-y. Alors, je laisse d'abord la place à l'autre là. Bon, là c'est pour Justin, hein. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Très bien. On voit en version 6 et en version 4. Vous avez tout ça Oui, en comme fait, adresse. oui, c'est comme je disais, étant donné que nous sommes sur les VPN avec Cloudflare, c'est pourquoi la partie fournisseur accès Internet n'est pas vraiment celui que nous avons. N'est pas quoi. Non, non, c'est ça. Non, c'est bon. Ça signifie que vous, avant d'aller sur Internet, votre Oui, trafic passe par Cloudflare. Cloudflare, c'est votre oui, proxy. effectivement. Oui, Il vous sert de proxy pour l'Internet, mais ça vous situe apparemment à Kinshasa, hein. Vous êtes à oui, oui. Kinshasa, hein? Oui, je suis à Kinshasa. Ah, ben c'est normal, donc c'est correct. Donc, ça marche. C'est d'ailleurs les choses dont on va parler aujourd'hui. On va parler de masquer son IP qui apparaît sur votre écran là et puis des serveurs proxy. Merci. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Bon, c'est Monsieur Louange, hein. Louange. Oui, monsieur Luangue. Voilà mon adresse. Les gens vous appellent Louange. aussi comme ça, Luangue. Pour ceux qui ne savent pas que c'est en Oui. français, Alors, oui, alors Luangue. nous, les fournisseurs, c'est là. Hé, papa, regarde là où tu sors. Oui, oui. Là, c'est normal. L'Internet à l'Est, là-bas, c'est comme ça. Ici, tu vois, les gens pensent même que tu es au Rwanda. Or, nous tous, on sait que tu n'es pas au Rwanda. Oh oui, ici au Congo. Mais ça signifie que ton Internet passe par là. Oh OK, oui. merci beaucoup. Monsieur Roger, Oui, monsieur bonjour monsieur. Patient. Oui, est-ce que je peux aussi partager Bonjour. afin de mieux comprendre Avec la plaisir. leçon? Exactement. Exactement. Allez-y. C'est ça J'essaie le but de l'exercice. j'essaie un peu de partager. Bon, j'ai partagé l'écran. Un moment. Allez-y. On vous attend.
Oui. Je ne sais pas si vous... L'Internet est un peu lent, mais ça nous dit que vous partagez quelque chose à l'écran. Ça va venir. Chez moi, ce n'est pas encore arrivé. Mais ça dit, passant Canberra, start screen sharing. Donc, ça va venir. Ah, en tout cas, je ne sais pas si je suis le seul à ne pas voir. Peut-être les Nous autres aussi, voient. Hein. on ne voit pas encore. On attend seulement. Apparemment, c'est la qualité de la connexion là. Ouh là là. Euh, Ou carrément, je sais un peu de... Même si j'ai capturé le capture Ouais, d'écran, ben, ça va être la même chose. Hein. Il faudrait partager cela. Bon, on va essayer d'avancer. Hein. En attendant, après, je pense avancer en attendant que j'arrive à partager euh, mon... Oh là là. alors moi, je reprends le partage pour montrer ce qui apparaît à l'écran. Donc, ça vous montre votre adresse IP publique, ça vous montre votre fournisseur, ça vous montre où vous êtes. Je peux cliquer sur afficher les détails IP complet. On ne voit pas votre écran, monsieur Roche. Vous êtes sûr? Oui, oui. Pourtant, On est je le encore partage. sur le partage de M. Patient. Ah, sorry. Je dois couper. Je dois couper. Je dois leur lever la capacité de partager. Voilà, comme un dictateur. Je suppose que vous voyez. Ouais, ça Vous va. voyez mon écran? Oui, oui. Oui, là, ça Alors, marche. Alors, je rentre en arrière. La première page où j'étais. Et puis, quand vous cliquez sur afficher les détails IP complets, ça vous montre là l'adresse IP en décimale, le hostname de l'équipement qui me connecte à l'Internet, l'ASN, l'ISP, tous ces détails-là liés à mon partage Internet et même la région où je me trouve, latitude, longitude. Donc, toutes ces informations-là sont échangées et partagées. Donc, quand vous envoyez des données sur Internet, les gens, ils ont tous ces détails-là. Hein. Les gens peuvent savoir si réellement vous êtes, on va dire, vous êtes connecté ou vous n'êtes pas connecté. Tout cela est bien euh, quelque chose d'accessible dans le réseau. Très important, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez surtout pas. Donc, pourquoi on a fait cet exercice? Je voulais que vous puissiez savoir quelle est l'adresse publique que votre connexion Internet utilise. Lorsque vous êtes sur Internet, vous êtes vu comme qui? Dans votre réseau, vous êtes peut-être 172.16 ou 192, 168, 10.10, 10.200, tout ce que vous voulez. Mais quand vous allez sur Internet,
l'Internet vous voit tous comme une seule adresse IP. C'est-à-dire, toutes les machines, vous voyez l'adresse IP qui est sortie là, toutes les machines de votre réseau sont NATées, c'est-à-dire ont une translation d'adresse qui les amène à Internet en tant que cette adresse publique-là. C'est pour ça qu'il est très important, donc, que lorsque vous êtes en train de penser à sécuriser votre réseau, vous devez comprendre le concept du réseau. Par quel schéma ou par quel chemin je vais sur Internet. Si je veux filtrer les paquets, je vais les filtrer à quel niveau? Je vais les filtrer pour qui? Je l'ai dit toujours dans les cours et je répète, entre deux réseaux, il n'y a que deux opérations. Soit vous routez, soit vous natez. En routant, les paquets gardent leurs IP sources. Je dis que le réseau 172.16.x.x veut aller à 192.168.x.x et j'ai fait du routage, je déclare les passerelles. Les réseaux vont rester tels comme tels. Mais si je fais entre mon bureau et l'Internet, l'Internet est un autre réseau qui utilise l'adresse publique. À ce moment-là, je ne route plus, je natte. Je fais une Network Address Translation, translation d'adresse réseau. Moi qui, sous ma machine, j'ai une carte réseau qui a 172, 168.0.100 ou bien 172.16.120. Mais quand je suis sur Internet, voilà l'adresse publique que le site What is my IP address me donne. Qu'est-ce qui se fait entre les deux? Il y a un équipement. Cet équipement-là, c'est lui qui change votre adresse. Mais à part ce que vous pouvez utiliser comme équipement de translation d'adresse, vous pouvez aussi utiliser un proxy, un coupe-feu proxy. Le proxy, c'est un serveur qui se met entre votre machine et l'Internet. Il permet beaucoup de choses. Premièrement, il permet de faire de la sécurité. C'est-à-dire, les gens vont sur Internet, mais vous les contrôlez. Souvent, dans les réseaux, les gens vont sur Internet comme ils le veulent. Ah, il est sur tous les sites du monde, mais vous pouvez commencer à les contrôler. Ah, ils ne peuvent pas aller sur des sites qui parlent de sexe. Ils ne peuvent pas aller sur des sites de jeux de hasard. Ils ne peuvent pas aller sur Facebook. S'ils sont au bureau, avec l'ordinateur du bureau, ils ne vont jamais aller voir des sites pornographiques. Par exemple, ils ne vont jamais aller sur des sites où ils vont... Parce que ça va les déconcentrer. Ils vont commencer à jouer aux jeux de hasard. Hein, ils sont là et puis ils causent avec des copines, des copains. Non, 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 ça n'a pas de sens. Les sociétés qui sont sérieuses interdisent toujours l'accès, ou du moins, on va dire, interdisent l'accès aux sites qui n'ont rien à voir avec la profession. Les proxys servent à la sécurité, je l'ai dit, à la gestion du personnel pour leur permettre de rester concentrés à l'essentiel de leur travail. Mais les proxys font aussi ce qu'on appelle l'accélération. Ça signifie quoi? Je suis dans un réseau avec M. Justin Toumba. Nous sommes dans le même réseau avec M. Jonathan Kaja et Patient Cambéré, pour ne citer que ces exemples. Monsieur Patient était déjà allé le matin sur le site des nouvelles, par exemple tv5.org, pour suivre les informations si Israël a bombardé à Gaza. La même page, 20 minutes après, Jonathan Kaja veut y aller. Quand Jonathan Kaja part sur Internet pour chercher tv5.org, il n'aura pas à aller récupérer ces informations sur Internet. Le serveur proxy va lui redonner la page parce que cette page-là, quelqu'un dans le réseau l'a déjà consultée. C'est ce qu'on appelle un proxy.
le proxy fait la requête vers l'Internet et produit ce qu'on appelle le cache, un fichier de cache. C'est un fichier crypté, mais qui qui contient les informations sur les pages usitées, les pages qui ont été visitées par les membres du réseau. Comme ça, s'il y a une prochaine requête vers la même page, le proxy lui-même va donner la page. Si je peux expliquer rapidement l'algorithme d'un proxy, c'est que le proxy reçoit la requête, on va dire 0,1, il va sur Internet, il récupère la page, il l'enregistre et puis il donne accès à la page à la personne ou au PC qui a fait la requête. Si le même PC ou un autre PC du réseau revient faire une requête 02 vers ce proxy, le proxy regarde d'abord, est-ce que j'ai cette page chez moi? Si j'ai la page, je rends la page. Si je n'ai pas la page, je vais la chercher. Mais le proxy a aussi de l'intelligence parce que la page peut être la même, mais on la met à jour, on met à jour les contenus. Le proxy va régulièrement sur Internet chercher les pages les plus visitées pour en conserver les copies dans les machines, les disques durs de sa machine. Et le plus souvent, les logiciels qui font ça ont des disques cryptés pour protéger justement les sites où vont les habitués du réseau. Et le proxy est très important parce que il vous permet de cacher aussi vos machines clientes. Si jamais il y a un virus qui voulait venir via Internet, le proxy lui-même va les détruire. Parce que c'est comme si entre votre routeur ou bien votre firewall, je ne sais pas ce qui vous connecte à Internet, entre cet équipement qui va vers Internet et vos machines, vous mettez un équipement. Je vais rapidement partager. Voilà, je suis dans les paramètres de mon Google Chrome. Quand vous allez dans les paramètres de Google Chrome, je ne sais pas si vous voyez ma machine, hein? Oui, oui. Ah oui, on va. Pardon, vous voyez, hein? Alors, vous voyez là, on dit Open your computer proxy settings. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, Normalement, maintenant, vous voyez quoi? on voit. Vous voyez quoi? Google. Ah non, là, ce que vous voyez là, c'était plus ce qu'il fallait voir. Maintenant, j'échange ce que je vous montre. Là, ça vous montre la connaissance. Comme moi, j'ai une machine sur les Mac, c'est un peu différent. C'est ici que je renseigne le proxy. Si vous entrez dans vos machines, vous allez voir, vous avez aussi une place où vous pouvez mettre les proxys. Le proxy est souvent une machine. Vous pouvez l'enable, hein, ou vous pouvez l'activer. Et puis, vous mettez, par exemple, vous dites, voilà, dans mon réseau, je n'utiliserai pas le proxy pour telle machine. Donc, très important. Ça paraît être des choses banales, mais par moment, la sécurité de votre réseau peut tenir tout simplement au fait que vous contrôlez l'accès à Internet. Alors, je vous pose la question, comment protégez-vous les machines de votre réseau contre les virus qu'il y a sur Internet? Si l'utilisateur lambda va sur un site dans lequel se trouvent des virus et qu'il est en train de récupérer ce fichier contenant les microbes, les virus, qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil pour empêcher l'infection? Ah, vous allez me dire l'antivirus. C'est une bonne réponse, mais l'antivirus, c'est déjà sur la machine de l'utilisateur lambda. Mais ne pensez-vous pas que si vous mettez en place un antivirus sur le pare-feu, l'équipement qui est exposé à Internet, ça serait plus intéressant? Et deuxièmement, si vous mettez en place un proxy, c'est-à-dire l'Internet va dans le proxy et le proxy donne l'Internet au PC.
Et sur le proxy aussi, vous mettez encore un antivirus, vous allez avoir plusieurs murs de protection. Et c'est ça la chose sur laquelle nous sommes en train d'enseigner. N'oubliez pas de mettre en place un serveur proxy. Ce n'est pas obligé en termes d'obligation, mais aujourd'hui, dans les bonnes pratiques, on fait l'effort de contrôler, de surveiller ce que les gens font. Où est-ce que les gens vont sur Internet? Monsieur Patient Cambéré, vous avez levé la main, à vous la parole. Merci, cher formateur. Je voulais saisir les dernières explications là que vous venez de donner sur la manière de protéger les machines de l'organisation. Bon, c'est vrai, je suis néophyte, je ne suis pas vraiment du domaine, mais vous disiez qu'il faut, j'ai saisi quelques mots. Vous disiez qu'il faut d'abord mettre Internet sur le proxy et la suite j'ai perdu la suite. Lorsque vous parliez de murs à bâtir pour empêcher, pour protéger le parc informatique de l'institution. OK. Il n'y a pas de souci. Je pense que avec le schéma que je viens de partager, ça pourrait être plus clair. J'ai compris votre question. Le proxy, c'est quoi? Le proxy, sans donner trop de détails techniques, c'est la machine qui se connecte sur Internet dans votre réseau. C'est-à-dire, c'est la seule machine qui a le droit d'aller sur Internet. Vous savez, dans la bonne pratique, si vous êtes dans un réseau, les serveurs ne vont pas sur Internet. On ne met pas les serveurs sur Internet de peur qu'ils soient contaminés par des virus. On va mettre seulement les proxys. C'est le proxy qui va sur Internet. Maintenant, si dans votre réseau, quelqu'un veut aller sur Yahoo, il va aller sur Google, il va aller sur Gmail ou même sur YouTube, comment est-ce que je lui donne l'accès? Je vais dans l'Internet Explorer ou dans mon navigateur, comme je l'avais montré tout à l'heure. J'essaie de le faire avec Opera maintenant. Je vais dans mon navigateur. Je clique sur les paramètres et je lui dis que je veux utiliser un proxy. Et le navigateur comme Opera, par exemple, c'est un navigateur très intelligent qui te permet même d'avoir un VPN. C'est-à-dire, tu peux aller sur Internet en cachant ton adresse IP réelle. Les gens peuvent ne pas voir. Excusez-moi, je ne sais même plus où est-ce qu'on active le proxy dans cette histoire. Voilà. C'est ici que vous pouvez venir choisir là où vous allez mettre en place comment vous pouvez cacher. Le proxy, pour me répéter, c'est lui qui va sur Internet. Il permet aux machines de ne pas être exposées. Donc, si jamais quelqu'un veut vous mettre des virus, il ne saura jamais vous atteindre parce que le proxy, à la limite, c'est lui qui va être contaminé. Excusez-moi, j'essaie de vous montrer quelque chose là. Je crois que j'ai mal saisi l'adresse. On le fait ensemble, hein. Je vais vous montrer comment fonctionne le proxy en utilisant Opera. Voilà, là, je suis sur Opera. Je sais que l'adresse n'est pas correcte. Je veux le laisser me corriger. Comme ça, je vais juste cliquer. What is my IP address? Oui, ça, c'est ma machine. Est-ce que vous êtes en train de voir mon écran? Oui, nous pouvons être... Oui, 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 oui.
Sur mon écran, j'ai ce bouton-là. C'est écrit VPN. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, on voit très bien. Oui, on le voit. Avec ce bouton de VPN activé, je suis en train d'aller sur Internet, mais les gens croient que je suis dans quel pays? En Suède. Mais si je suis sur le même site web, je vais, vous voyez là où tout se fait, je coupe la protection, j'enlève le VPN, je pars sur le même site. Maintenant, je redeviens RT. Je suis sur la même machine. Je redeviens quelqu'un qui est au Congo. J'espère que tout le monde a compris cela. Je reprotège encore ma machine. J'ai choisi, j'ai dit, je vais être en Asie. C'est comme ça c'est ça en fait le proxy. Je me cache derrière la connexion de quelqu'un d'autre. Les gens ne me voient pas sur Internet. Ils ne voient pas que c'est moi. Ils voient celui-là qui fait les requêtes à ma place. Là, maintenant, je suis même au Michigan, United States. Ouhou! Je suis devenu carrément un Américain. Donc, mon fournisseur s'appelle Opera Norway AS. La ville Twin Lake, région Michigan, pays United States. Donc, c'est juste pour que vous puissiez comprendre et que cela soit clair. Lorsqu'on parle de proxy, on parle de mettre en place une machine dans votre réseau qui, elle, revenons au schéma, est comme une zone tampon entre l'Internet et vous et les réseaux locaux. C'est lui, au fait, qui va aller chercher les pages et puis vous les donner. Vous gagnez en sécurité, vous gagnez en vitesse et en accélération. Il y a un produit que Microsoft utilisait, on appelait ça ISA Server, ISA, Microsoft ISA Server, Internet Security and Acceleration Server. C'était un produit très puissant de Microsoft dont le but était d'accélérer l'Internet. J'ai en tout cas beaucoup utilisé ça dans mon petit parcours. Je peux dire, dans les 20 dernières années, je ne peux pas donner le nombre de places où j'ai installé les ISA. C'était très puissant parce que ça permettait de faire le proxy. Parce que je vais parler maintenant je vais parler un peu technique. Ceux qui ne sont pas techniques, vous allez m'excuser. Lorsque vous êtes en train de configurer l'Internet dans votre réseau, vous avez l'Internet qui vient du fournisseur et vous avez votre réseau local. Vous allez dire sur l'équipement que si quelqu'un veut aller sur Internet, c'est-à-dire, on dit dans le jargon, vous allez natter votre réseau. Vous allez dire 172 NAT inside. Si c'est du Cisco, par exemple, vous allez dire route NAT inside tout ce qui est de mon réseau. Vous mettez les adresses IP de votre réseau, 172.16.1.0/255.255 ou tout ce que vous voulez, ou bien selon d'autres même mettre 0.0.0.0 pour dire tout le réseau va sortir par telle adresse. C'est-à-dire tout celui qui est dans mon réseau, s'il veut aller sur Internet, il doit passer par la carte réseau de mon routeur qui est connecté sur Internet. Et c'est ce que nous faisons presque tous. Maintenant, le danger avec les gens qui font ce qu'on appelle le NAT où vous natez toutes les adresses du réseau, on appelle ça le NAT dynamique. C'est-à-dire, qui que tu sois, si tu es seulement dans mon réseau, tu vas aller sur Internet. C'est des fois dangereux. On peut faire du NAT statique, c'est-à-dire IP par IP. J'ai dit non. Je permets au serveur Exchange. Par exemple, celui qui fait les emails, il va aller sur Internet.
je permets au serveur proxy d'aller sur Internet. Maintenant, je ne permets pas les PC de mon réseau d'aller sur Internet. Parce que dans un réseau qui est bien structuré, il y a des classes d'adresses. Par exemple, le réseau 172.16.1, c'est pour les équipements réseau. 172.2, c'est pour les imprimantes. 172.3, c'est pour les caméras de surveillance. 172.16.4, c'est pour, je dis n'importe quoi pour donner des exemples, les PC de la comptabilité ou bien les PC en général de mon réseau. Et 172.16.5, c'est pour les serveurs. Alors, je veux dire que tous les 172.5.7 là, par exemple, qui sont les laptops du réseau, n'iront pas sur Internet. Maintenant, si je veux qu'ils puissent aller sur Internet, je dois aller dans les navigateurs de ces machines, autoriser le proxy, paramétrer le proxy. Comme ça, quand ces machines voudront aller sur Internet, ces machines iront au fait d'abord se connecter sur le proxy qui m'accueille. Une autre chose que vous pouvez faire quand vous êtes sur Internet, c'est de cacher votre adresse IP. Parce que votre adresse IP révèle votre point d'entrée sur Internet et peut permettre de retrouver votre fournisseur, le réseau de votre employeur, votre école ou votre terminal public. Il s'agit au fait de l'identité de votre machine pendant que vous êtes en ligne, mais vous pouvez vous rendre anonyme sur Internet. C'est ça, ce qu'on appelle les VPN. S'il y a des gens parmi vous qui sont déjà allés dans certains pays que je ne vais pas citer, on vous dit, l'Internet, quand vous êtes là-bas, WhatsApp ne marche pas. Et puis, quelqu'un va vous dire, si tu veux utiliser WhatsApp, télécharge un proxy. Télécharger un proxy, ça signifie que à chaque fois que vous voulez aller sur Internet, au lieu que le serveur ou l'équipement de cette entreprise, de ces pays, pardon, qui bloque les accès sur Internet vous bloque, il va croire que c'est une activité quelconque et c'est votre proxy qui se trouve au dehors qui va aller sur WhatsApp. Donc, c'est très important de penser, de mettre cela en place de manière correcte. N'oubliez pas, si vous pouvez implémenter un proxy, faites-le. Mais si vous avez un petit réseau d'entreprise dans lequel vous pouvez permettre à tout le monde de parler avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre en relation. Donnez-moi juste une minute. Sorry, je devais prendre un appel très urgent du travail.
Good. Donc, c'est très important, ne l'oubliez pas, c'est très important de manière conceptuelle de penser à donner Internet et à contrôler l'accès à Internet. Ça ne signifie pas que vous irez dans tous les sites, mais pardon, non, vous connaîtrez les sites où les gens vont, mais je vais vous faire rire. Attendez, je coupe d'abord le partage que je voulais faire. Vous savez, aujourd'hui, en tant qu'informaticien, vous devez savoir si les gens dans votre réseau, ils sont vraiment occupés à aller sur Internet, jouer, s'amuser ou bien à travailler. Il y a ce qu'on appelle, j'écris dans le chat, les top 10. C'est un des rapports importants qu'un réseau doit produire, un administrateur des réseaux. Les top 10, c'est-à-dire les 10 sites les plus visités de votre entreprise. Vous devez savoir, c'est pour ça qu'on parle de gestion centralisée. Parce que si tout le monde va sur Internet comme il veut, on met en place aucun outil de reporting, je vous dis la vérité, vous ne pourrez jamais être capable de bien administrer votre réseau. Vous devez être capable de savoir les gens, ils vont où? Quand ils vont sur Internet, ils vont chercher quoi? Maintenant, les machines qui peuvent vous donner de telles informations ne peuvent être que des machines qui ont une certaine couche d'intelligence. Et vous pouvez trouver cette couche d'intelligence-là dans les proxys, parce que les proxys sont des machines conçues avec cette capacité-là de vous permettre de savoir, ah, les gens vont beaucoup dans tel site. Ah, voilà, telle personne voulait aller dans le site tel et ce site était verrouillé. J'ai travaillé il y a peut-être 15 ans, attendez, 2007, les années 2007, ça peut faire combien d'années? 16 ans. J'ai travaillé pour une entreprise qu'on appelle Ericsson, c'est des Suédois. Et chez Ericsson, nous avions un proxy où nous contrôlions l'Internet. Par exemple, à partir de minuit jusqu'à 7h45, les gens pouvaient aller sur les sites de musique, les sites de films, mais à partir de 8h, tu ne pouvais pas aller sur Facebook. Au bureau, si c'est avec ton téléphone, fais ce que tu veux, mais avec le téléphone, l'ordinateur du bureau. Facebook. À l'époque, on avait un truc qu'on appelait i5, hein, HI5. i5, ça ne montrera pas. Facebook, d'ailleurs, n'avait pas encore le succès qu'il a aujourd'hui. Et plein d'autres sites étaient bloqués. Skype, bloqué. Donc, au travail, vous ne pouviez pas aller sur tous ces sites. Maintenant, si quelqu'un veut aller sur un site qui est interdit, par exemple, nous avions déjà dans l'algorithme beaucoup de sites qui sont des sites de sexe, des sites de porno. Tous ces sites étaient déjà là, bloqués. Si quelqu'un essaie d'aller sur ce site, ça va m'envoyer à moi un rapport disant que telle personne avait voulu aller dans tel site. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Ça va aussi envoyer au responsable de cette personne-là un message en disant votre subalterne, prenons par exemple votre subalterne, j'ai déjà utilisé M. Justin, M. Claude Pila ou M. Il n'y a pas de dames aujourd'hui, hein? Elles sont toutes par là. M. Abel Poyi. Ah si, il y a Mme Massifi, oui. Kamouloa. Mon Dieu, je n'arrive pas à prononcer. Bon, ça va venir. Il voulait aller, par exemple, sur un site où il y a des images obscènes. Et puis, le message disait, si vous estimez que aller dans ce site, c'est important pour votre travail, Monsieur Joseph Soula, veuillez cliquer sur ce bouton
nous informerons votre chef direct de vous donner l'accès. Et c'est là que les gens avaient peur. Ils fermaient vite la page. On m'a attrapé. Et moi, chaque mois, MOI, chaque mois MOIS, chaque mois, je devais fournir un rapport où je devais dire à mon directeur que voilà les sites où tes employés passent le temps. Voilà les sites que nous avons bloqués. Voilà les sites qui concernent les mauvaises choses, mais vers lesquels les gens de ton bureau aiment toujours partir. Nous mettions toutes ces informations-là pour que l'autorité puisse se décider. Et un autre outil qui est venu plus tard, c'est un outil de Microsoft, j'ai mis dans le chat, Microsoft Forefront. C'est un produit de Microsoft qui aujourd'hui fait un peu la partie sécurité. Et il calcule ce qu'on appelle le manque à gagner. Comment est-ce que cela fonctionne? Monsieur Christian Mazot ou Monsieur Julio Manawa, Madame Sifue, vous venez au travail, vous êtes sur YouTube de 7h30 à 17h juste. Ce logiciel-là me fait un rapport. Il me dit, sur les 8 heures de travail, le monsieur qui devait être concentré sur des sites importants, il était sur YouTube. Le manque à gagner d'avoir un homme, une femme au travail, en train de travailler, au lieu qu'il soit en train de travailler, il est sur Internet. Si je lui payais $200 par jour, bon, c'est une façon de calculer, mettons $200 par jour, et c'est beaucoup. Hein. S'il était payé, mettons, $20 l'heure, hein, c'est juste pour donner l'exemple, en passant 8 heures sur YouTube, il a fait 8 heures sans travailler. 8 fois 20, ça fait $160 que vous venez de perdre en tant qu'employé. Vous allez payer $160 à quelqu'un qui était sur YouTube, qui n'a pas travaillé. Maintenant, il va multiplier ça par le nombre d'employés qui sont allés dans les autres sites aux heures de travail, et puis il va vous sortir le manque à gagner. C'est un produit très intéressant. Il existe toujours jusqu'aujourd'hui et il fournit ce genre de rapports. Souvent, au niveau management, les gens ont besoin de telles données. C'est nous les techniciens qui aimons connaître le virus, ceci, mais le management, quand ils sont dans le board de directeur, ils cherchent beaucoup plus les informations les plus pertinentes, les plus pertinentes par rapport au business. Est-ce que le business a été bloqué ou est-ce que le business avance? Voilà. Je vais continuer, je vais terminer. Alors, n'oubliez pas, si pour et contre, un proxy permet de protéger un réseau local d'une façon très efficace, mais un seul point faible nécessite notre attention. Cette solution n'est pas très flexible. Les logiciels clients des machines locales doivent savoir comment utiliser un proxy. Sinon, rien ne fonctionnera. Si, par exemple, dans le logiciel, on n'a pas renseigné que pour aller sur Internet, je dois passer par le proxy, votre machine ne sait pas qu'elle doit l'utiliser. Donc, c'est très important. Sorry, je vois quelqu'un qui a écrit un message. Ah, OK. Donc, c'est très important. C'est pour ça, vous voyez, dans les navigateurs, c'est déjà mis. Votre navigateur, quand vous mettez qu'il y a proxy, va aller chercher la route de l'Internet sur le proxy. Certains n'aiment pas cela.
Pour cacher vos requêtes sur Internet, il y a un logiciel proxy qui est connu de tous les hackers, tous ceux qui aiment les logiciels de hacking connaissent ce logiciel. Si vous ne l'aviez pas, eh bien, c'est le moment de l'avoir. Ça s'appelle Tor. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Tor, ce logiciel-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît? Oui, moi je connais, j'ai déjà entendu parler de Tor. Monsieur Julio, bon retour, hein, Les en gens, passant. Bon retour. mer- Jean merci beaucoup. Baptiste, C'est Et le heureux routeur mariage. Oignon. Oui, Merci pardon, vous beaucoup, disiez? merci. Je disais que Tor, c'est un routeur Oignon, des Onion Router. Oui, mais ça signifie quoi, un routeur oignon? Selon ce que je sais, c'est un navigateur qui permet à accéder à, au deep web ou bien au dark web, entre autres. Hum. Vous connaissez beaucoup de choses, hein? C'est dangereux, ça. OK, merci. C'est une bonne réponse. Alors, pourquoi je vous en parle? J'ai mis l'adresse dans le chat. Tor, vous voyez sur mon écran, c'était écrit télécharger le navigateur Tor, protégez-vous contre le suivi à la trace, la surveillance et la censure. C'est un navigateur, aujourd'hui, il est considéré comme étant l'un des navigateurs les plus sécurisés. Bon, ce n'est pas tellement en termes de sécurité, c'est en termes de cacher ce que vous faites. Les gens ne sauront pas. On l'appelle Onion. Pourquoi? Je l'ai mis là. Pourquoi Onion? Parce que l'information est chiffrée en couches. Je suppose que vous tous, vous avez déjà coupé l'oignon. Vous voyez que l'oignon, il y a plusieurs couches qui sont, hein, ça s'enchevêtre. En fait. Il y a une couche au-dessus de l'autre, ainsi de suite aussi. Je pense que ça commence par un, puis ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'enroule. Et c'est comme ça que est oignon. En anglais, ça s'appelle vraiment comme ça, Onion Tor Project. Le Tor Project, c'est quoi? C'est un réseau de serveurs où chaque serveur Tor enlève une couche et puis transmet au prochain. Il reçoit l'information, il donne au prochain. Il reçoit l'information, ainsi de suite. Comme ça, l'information est cachée. Si vous n'avez jamais utilisé cela, en tout cas, le jour où vous l'utiliserez, vous serez, j'allais dire, vous serez quelqu'un d'autre. Vous pouvez toujours essayer de télécharger aussi. Je suis en train de regarder, pardon, rapidement, parce que dans cette machine, je l'ai mis. Je ne l'utilise pas à tout moment, vous en faites pas. Sauf lorsque je veux vraiment, je veux être intraçable. Parce que là, les gens vont poser encore la question, c'est quoi être intraçable? Parce que quand vous allez sur Internet, vous allez dans plusieurs sites. Mais par moment, vous remarquez que lorsque vous allez sur un site quelconque, c'est comme si ce site en appelait d'autres derrière. Vous voulez aller, par exemple, à yahoo.com, mais yahoo.com lui-même appelle d'autres sites. Alors, je vais vous proposer un tout petit exercice. Excusez-moi, c'est parce que je n'ai plus Firefox. Je n'utilise pas beaucoup ça.
Je vais vous montrer quelque chose juste sur mon écran. Alors, je vais aller, mettons, sur le site Microsoft Forefront. Là, je clique sur Wikipédia, mais vous voyez en bas les sites qui sont en train les pages qui se chargent avant que je ne puisse y arriver. Je ne sais pas si quelqu'un observe. Est-ce que quelqu'un observe ce qui s'écrit en bas de ma page? Là où c'est écrit wait quelque chose. HTTPS Oui, quelque oui. chose. En bas de la page, par moment, ça m'écrit Waiting Wikipédia, for oui, mais ça dit, ça part sur beaucoup de the sites rapid. avant d'arriver là où moi, je veux que ça puisse aller. Je vais même sur Google. Allons sur google.com. Je dis information Israël. Je clique The Time of Israel. Vous voyez, en bas de la page, vous voyez, c'est écrit https://fr.times of Israel. Je pense que vous voyez Oui, ça. oui, oui. Voilà. Observez. Dès que je clique, ça va sur YouTube. Mais moi, je ne suis pas allé sur YouTube, non? Vous voyez qu'en bas, c'est écrit Waiting for YouTube. Qui lui dit d'aller sur YouTube? Il est allé sur Google Manager. Parce que quand vous allez sur un site, et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas, quand vous cliquez pour aller sur un site, il y a des programmes et des codes qui se passent en arrière. Et tous ces programmes en arrière, derrière ces programmes peut s'en cacher un qui peut être là pour vous faire du mal ou pour ruiner votre entreprise ou votre expérience. Donc, c'est très important, juste pour votre besoin de le savoir. C'est pour ça que les informaticiens, beaucoup plus des pirates, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, Tor, c'est un navigateur conçu par des gens qui ne voulaient pas qu'on puisse détecter ce qu'ils font. C'est beaucoup aimé par les pirates. Les pirates aiment ça. Ils aiment beaucoup cela. Alors, ça, je ne vais pas aborder cela maintenant. J'ai besoin juste de vous montrer, voilà, comment est-ce que on va conclure aujourd'hui. C'est avec ces exemples-là. Comment est-ce que les gens ont infecté des réseaux. I Love You, c'était un vers qui avait été lancé en l'an 2000 et qui a atteint 3,1 millions de machines en 4 jours. J'ai dit bien 3,1 millions. 3 millions de machines, 4 jours. Le verre était dissimulé en pièces jointes d'un mail et le fichier se présentait comme Love Letter, lettre d'amour, Love Letter for You.txt.vbs. VBS ou Visual Basic Script, c'est l'extension des fichiers Visual Basic, comme vous avez fait des codes en Visual Basic. Et cette extension-là n'apparaît pas sur Windows. Parce que par défaut, sur les Windows, les fichiers système, comme on dit, sont cachés. Et donc, les gens voyaient ça comme letter for you, love letter for you.txt. Et l'objectif, c'était quoi? Le script lisait la liste de contacts de l'utilisateur pour envoyer ce même message à ceux-ci.
des fichiers étaient détruits et remplacés par ce script et il changeait la page d'accueil d'Internet Explorer pour télécharger un cheval de Troie. Lui-même allait jusqu'à changer votre page Internet par défaut. Comme ça, dès que vous allez sur Internet, vous téléchargez maintenant le fameux virus ou d'autres virus qui voulaient avoir chez vous, peut-être pour voler vos cartes de crédit. Un autre exemple, c'est le code RED ou code rouge, un vers qui a infecté 359 000 ordinateurs en moins de 14 heures, le 19 juillet 2001. Le vers s'est multiplié en essayant des adresses IP aléatoires pour ensuite infecter des serveurs qui faisaient tourner IIS, le serveur web de Microsoft, avec une faille de sécurité, ce qu'on appelle les patchs. L'objectif, c'était de monter une attaque par DOS ou Denial of Services, déni de service contre la Maison Blanche. L'attaque a été facile à repousser car le vers vérifiait avant de lancer l'attaque que le serveur a l'adresse IP au lieu du nom de domaine de la Maison Blanche. Il écoutait le port 80. En changeant l'adresse IP de la Maison Blanche, l'attaque a été repoussée. Moi, je me souviens aussi, peut-être il y a 20 ans, 19, 20 ans, je travaillais dans une entreprise où on était en train de travailler, c'était la journée, comme ça, il était 13 heures, et puis les machines ont commencé à redémarrer. Les gens sont en train de travailler comme ça, la machine redémarre. Ah, on vous appelle, on dit, oh non, les machines sont en train de redémarrer. Oh, on se rend compte que partout, dès que la machine démarre, tu travailles et puis pouf, ça redémarre. Pouf, ça redémarre. C'était quoi le problème? Le problème était au niveau de patch, les hotfix, les patchs de Microsoft. On a installé les antivirus, on a fait tout ce qu'on pouvait, les machines redémarraient toujours. Et on est parti sur le site de Microsoft. Il y avait 2 fichiers de 18 kbps, 18 kilooctets, même pas des gros fichiers. Dès qu'on prenait les 2 fichiers, on installait sur la machine et ça résolvait le problème. On a gravé cela sur plusieurs CD-ROM et je me souviens, on a passé la nuit au travail. Tous les informaticiens, on a dormi au travail parce que c'était ridicule. C'est-à-dire, tout le monde, sa machine redémarre. Même le DG, sa machine redémarre. Vous étiez ridicule. On se posait la question, on vous paye pourquoi? En lingala, on dit, l'équipe mayele. Les gens venaient nous dire ça. Ah, et l'équipe mayele. Ah, les utilisateurs. C'est pour ça que j'ai dit à ceux qui ne sont pas informaticiens que c'est un métier ingrat. Quand tout marche, on ne vous dit jamais merci. Mais quand ça ne marche pas, aïe, 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 les pauvres informaticiens. Alors, il y a aussi le Kabir, un virus, démonstration de faisabilité ou proof of concept qui s'attaque à la téléphonie mobile. C'est un fichier de 15 kilobytes nommé carib.sis qui infecte le SIS et les fichiers des systèmes d'exploitation Symbian. Beaucoup de téléphones, des Nokia et autres, utilisaient ce système avant que l'Android vraiment puisse devenir populaire. Et à chaque fois que le téléphone était infecté, lorsqu'on l'allumait, le mot Carib s'affichait. Et directement, il va tenter de se partager, de se propager aux périphériques qui sont dans la même zone Bluetooth que lui. Il n'était pas méchant en soi, mais il voulait juste s'amuser. Il voulait montrer aux gens qu'on peut infecter les gens et utiliser cette infection virale, la transmettre par Bluetooth partout où vous partirez. Vous voyez donc le monde dans lequel on est, c'est un monde dans lequel il y a plusieurs codes, il y a plusieurs, on va dire, virus, il y a plusieurs dysfonctionnements. Et il y a aussi plusieurs personnes. Parmi ces personnes, il y en a qui sont mal intentionnées. Donc, n'oubliez pas, très important de savoir sécuriser votre réseau. En mettant en place l'antivirus, par moment, en mettant en place un proxy. Demain,
nous parlerons de l'importance de séparer les réseaux d'entreprises avec les réseaux des visiteurs. Comment est-ce que vous pouvez faire? On parlera d'abord des avantages, on parlera de l'avantage et du désavantage, voilà. De laisser les choses ensemble et de séparer les choses, où est-ce qu'on gagne. Et on parlera surtout aussi de comment sécuriser le réseau Wi-Fi quand les gens viennent dans votre entreprise. Ah, tu veux te connecter à Internet, prends les codes. À quoi a-t-il accès? Est-ce que cela n'expose-t-il pas l'entreprise? Voilà, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui en vous disant merci pour votre présence et aussi en vous souhaitant une excellente fin de journée. À moins qu'il y ait des questions, moi, je suis disposé, mais j'espère ne pas abuser de votre temps, vous qui êtes à l'est du pays. J'ai vu monsieur... ah non, je pensais qu'il avait activé le micro. Donc, si vraiment vous avez une question, vous pouvez la poser peut-être 1-2 minutes, hein, pour qu'on ne retienne pas les amis de l'Est trop longtemps. Oui, merci beaucoup, Monsieur Roger. Juste savoir si ça tient toujours le programme de novembre pour les séances pratiques. Je ne sais pas si c'était prévu en novembre, je peux me tromper, mais vous pouvez me corriger. Merci. Mais je préfère vous poser les questions sur les cours, hein. Vous êtes dans le voyage. Oh. Le voyage était prévu entre le 20 et le 30 novembre. Mais vous savez pourquoi moi je me déplace, c'est le FPM qui doit confirmer. J'attends la confirmation du FPM. Je n'ai pas reçu une confirmation des dates parce que quand c'est comme ça, les services des FM vont m'envoyer un mail, confirmer le jour où vous partirez. Bon, je n'ai pas encore reçu. Donc, peut-être qu'ils enverront un mail la semaine prochaine. Mais demain, j'ai une réunion avec les personnes qui administrent un peu, qui gèrent les cours. Donc, je pourrais vous dire ça, mais vu la manière dont qu'ils s'organisent souvent, ça m'étonnerait que ça tienne pas. C'est pratiquement dans une semaine. Ils devaient informer vos institutions, surtout qu'il y a des gens comme Madame Asifiwe, ils sont à Butembo, donc il faut qu'ils s'organisent pour descendre vers Goma, ainsi de suite. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on peut quitter Butembo? On vient à Goma, on fait des allers-retours. Vous pouvez venir à Goma puis vous rentrez dormir à Butembo, non? C'est possible, non? Impossible. Possible. Oh. Impossible. Comment ça va? Parce que actuellement, il semble que la route n'est pas praticable. Même par route, ça serait impossible. Il n'y a que par avion que Ah, c'est possible actuellement. ok. Et pourtant, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait Goma Butembo en 2007, je précise. Goma Butembo. J'ai fait ça et en voiture. Et puis, j'ai fait Butembo Beni en avion. J'ai déjà eu à faire aussi ça en voiture. Et puis, je suis revenu à Goma en avion, totalement. Mais à l'époque, on passait par le parc. OK. Donc, c'est une donnée importante parce que les entreprises, de toutes les façons, doivent être informées. On ne peut pas se réveiller comme ça et puis les embarquer dans un projet sans que les entreprises ne soient au courant. Merci. Sorry. Merci et bonne soirée. Je vous en prie. Monsieur Abel, vous avez dit quelque chose? Je disais merci et bonne soirée. Ah, OK. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il est tard à l'Est. En tout cas, bonne soirée à tous. On se voit demain
On se voit demain à 16h, à 15h heure de Kinshasa. Ok, merci. Bonne soirée à vous aussi. Merci.